Oui, bonjour. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité, mais je les ai remerciés d'autant plus d'avoir choisi un thème qui est la dépression, c'est le sujet âgé. C'est quelque chose. Parce que le problème de la dépression, c'est le sujet âgé, c'est un facteur de risque. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est le sujet âgé. C'est un facteur de risque. Déjà, voici un aspect important. C'est-à-dire, pour peu qu'il y ait un diagnostic de dépression chez un sujet âgé, on sait que c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'IDM peut survenir dans moins de 2 ans. On sait aussi que c'est un facteur de déclin cognitif, c'est-à-dire que les capacités cognitives, attentionnelles et de concentration vont être diminuées. C'est un facteur de risque supplémentaire. Troisième, c'est aussi un problème dans le sens de coût de soins, sachant très bien que pour ce genre de patients, il y a si vous voulez, plusieurs maladies avec des polypharmacies et donc il y aura des interactions. Donc vous pensez bien que c'est un sujet extrêmement intéressant qui survient en Algérie à un moment donné où on aborde une transition démographique. C'est clair. Il est bien évident qu'il y a à peine 20 ans, on était nettement plus jeunes en population générale, plus de 75% avaient moins de 20 ans. Donc c'est quelque chose. Maintenant, on est pratiquement à une population qui aborde, si vous voulez, beaucoup plus les sujets âgés, et il faut dire une chose qui est très, très, très importante, on n'est pas préparé à la gérontopsychiatrie. On n'est pas préparé à la pathologie du sujet âgé. Il n'y a aucune structure hospitalière qui prenne en charge des patients sujets âgés. Il n'y en a pas, vous comprenez. On préfère les garder à la maison, vous comprenez. Et heureusement qu'il y a d'excellents collaborateurs, notamment la famille algérienne, qui reste quand même sur des principes traditionnels, qui est là, supplé un petit peu à la carence des médecins. Alors, il est bien évident, le problème de la dépression, en consultation courante, elle est sous-diagnostiquée. Elle est même sous-traitée. C'est très simple. Si vous avez 100 patients qui viennent à votre consultation pour des motifs qui ne sont pas apparemment psychiatriques, apparemment dépressifs, si vous n'avez pas diagnostiqué au moins 20 dépressions, c'est que vous êtes passé à côté des diagnostics très, très, très important. Donc, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que cette maladie est curable. Et les traitements sont disponibles. Donc, beaucoup de patients, meurent, soit par suicide, soit par décompensation des maladies, c'est-à-dire intercurrentes, qui surviennent sur un fond dépressif, soit bien sûr, soit parce qu'il y a, comme je vous l'avais dit, une décompensation cardiovasculaire, notamment un IDM ou un infarct, ou un anévrisme. Donc, il y a une chose à laquelle il faut tout de suite qu'on se mette d'accord, la dépression, ce n'est pas une fatalité du vieillissement, ce n'est pas une fatalité du sujet âgé. C'est normal, c'est un sujet âgé, c'est normal qu'il soit déprimé. Non, pas du tout. La dépression, c'est aussi une façon de vivre, c'est une façon de découvrir d'autres ressources, c'est une façon de voir tout autour une famille s'agrandir, et c'est aussi un plaisir qu'il faut redécouvrir. Et qu'il faut à tout prix attirer l'attention de nos patients sur des choses qui se passe autour de lui et qui amène un plaisir particulier. Alors, bien sûr, le pourcentage de la population, ici en Algérie, on n'a pas fait d'études épidémiologiques. Donc, ce que je suis en train de vous rapporter, ce sont des études épidémiologiques qui sont rapportées un peu ça et là. Mais la particularité de la dépression, c'est toujours en relation, il faut quand même s'en méfier, avec une pathologie vasculaire. Dans le sens où elle la déclenche ou dans le sens où elle la précipite. Alors, il est bien évident ce qui se passe dans notre cerveau s'il y a
les messages sont électriques, mais les échanges au niveau des neurones, ils sont chimiques, ils sont liés à la noradrénaline et à la sérotonine. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a une chose qui est importante, il faut le dire maintenant, tout de suite. On ne le savait pas. Moi, quand j'avais commencé la psychiatrie, je ne le savais pas. Toutes les maladies psychiatriques, toutes, sans exception, ce sont des maladies du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une connotation psychologique, mais elles ont un substratum organique cérébral. Alors, il y a toujours des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociologiques et il y a des facteurs biologiques. Donc, il y a toute une mixture qui va favoriser à un moment donné le déclenchement de la dépression. Du point de vue biologique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de génétique. C'est-à-dire que quand un des deux membres de la famille a fait une dépression, il y a un risque beaucoup plus important de voir dans sa progéniture se déclencher une dépression. Mais pas que. Mais il y a aussi le fait qu'il ait une maladie physique, notamment maladie de Parkinson, ou un cancer, ou un diabète, ou un accident vasculaire cérébral, vous comprenez. Et puis, il y a toute cette morphologie qui va préparer le lit de la dépression. Et bien sûr, il y a les facteurs sociaux. Donc ça veut dire que toutes les maladies, en fait, c'est qu'elles sont inscrites dans nos gènes. Elles sont là, elles sont latentes. Et pour peu qu'à un moment donné, nous traversons un moment psychologique particulier, le deuil d'une personne, le départ des enfants ou le départ du conjoint, eh ben, c'est un facteur sociologique et il va amener un facteur psychologique qui est la dépression. Donc il y a des tas de circonstances qui va faire amener la dépression. Les facteurs psychologiques, ce sont pratiquement toutes ces expériences que nous avons dans notre vie. Mais il y a une chose qui est importante à laquelle il faut signaler, c'est cette transition de rôle. Vous comprenez? Pardon, je m'excuse. C'est cette transition de rôle. Voilà un papa qui était là en chef de tribu et qui devient relégué au second plan à travers ses enfants qui prennent pratiquement le dessus des commandes. Les éléments précipitants, on le sait, c'est un sujet âgé, on le sait, c'est-à-dire c'est toujours des maladies physiques impotente, un rejet ou un abandon, une séparation avec les êtres chers. Et puis, chose qu'on oublie, moi j'ai toujours été confronté à des patients, est-ce que vous prenez quelque chose? Est-ce que votre papa prend quelque chose? Non, il ne prend rien. Quand je fais le dosage, quand je fais les examens médicaux, il n'y a rien, je ne trouve pas. Mais je trouve, par la suite, je découvre qu'il prend des benzodiazépines. Pour dormir, parce qu'il a de véritables troubles du sommeil. Et cela n'est pas signalé au médecin. Il faut penser que l'utilisation des toxiques, des substances, bien sûr, bon, il y a des sujets qui ont tendance à prendre d'autres types de toxiques, mais ceux qui prennent des benzodiazépines, à un moment donné, vont faire des troubles mnésiques très très importants et vont enchaîner des phénomènes dépressifs. Alors, la définition de la dépression chez le sujet âgé, vous pensez qu'elle est simple. Elle n'est pas simple du tout. Elle est très compliquée parce qu'elle est difficile à diagnostiquer. C'est un syndrome complexe. C'est-à-dire qu'il se mélange un peu toutes les maladies physiques qu'il a, vous comprenez, avec une perturbation de l'humeur, une tristesse, pas tellement une tristesse, et puis une variété de troubles cognitifs et de troubles. Alors il se plaint de symptômes somatiques, de symptômes, il se plaint de difficultés d'attention, de concentration, une perte d'intérêt pour les choses habituelles, et avec une dépressivité, mais pas de tristesse. De temps en temps, il arrive à sourire. Donc, cela, c'est difficile de porter un diagnostic. Extrêmement difficile, d'autant que pour parler de dépression, il faut
il faut ces critères qui sont très importants à relever. C'est très important. Ils sont dans tous les livres, ils sont dans toutes les revues. Et il faudrait qu'ils soient durables au moins 15 jours. 15 jours, qu'il y ait une tristesse profonde, un dégoût vital avec une inhibition psychomotrice, c'est-à-dire avec un ralentissement et tout, une tristesse, des pleurs. Il faut que cela dure au moins 15 jours pour pouvoir porter le diagnostic de la dépression. Mais il se trouve que nos sujets à nous, que nos patients à nous, ne viennent pas pleurer, parce que pour eux, c'est une honte. Vous comprenez? Pour eux, un sujet âgé qui a peur de la mort, c'est une honte. Et pourtant, c'est quelque chose, dans ses aspects religieux, c'est quelque chose qu'il doit accepter avec beaucoup de sérénité. Et donc, la meilleure façon, c'est qu'il va afficher un autre type de comportement. Il va se plaindre de son cœur. Il va dire qu'il y a une douleur qui commence là, qui descend, qui tourne un peu. Et vous examinez un truc là et vous ne trouvez rien. Vous prescrivez un antalgique ou vous prescrivez un antispasmodique et puis vous le laissez partir. Il revient la semaine d'après et vous dit les choses se sont améliorées un tout petit peu, mais il reste quelque chose, cette douleur-là, qui transite un peu par-ci et ainsi de suite. Et vous lui donnez, mais au fait, il vous tend quelque chose pour aller en profondeur dans la discussion et vous allez découvrir un fond dépressif qui n'a pas osé au départ vous rapporter. Donc, les plaintes somatiques, c'est le sujet âgé, c'est le premier symptôme qui est livré au médecin, tout médecin omnipraticien, quelle que soit sa spécialité. Les médecins généralistes, beaucoup plus, parce qu'il y a des symptômes tout à fait bizarres. Donc on le sait très très bien que chaque fois qu'un symptôme n'obéit pas à une sémiologie bien particulière, qui ne soit pas très bien systématisée, et ainsi de suite, ce sont des douleurs diffuses qui nécessitent quand même juste une chose, une écoute, une disponibilité, une bienveillante attention et amener le patient à verbaliser, en plus de la plainte, un vécu dépressif, une peur. Alors, il est donc, maintenant on arrive finalement, c'est que la dépression du sujet âgé, c'est une dépression minorée, en miniature. C'est une dépression mineure. Elle est subsyndromale, elle est subclinique, c'est une légère dépression. Mais en fait, dans son vécu à lui, c'est une dépression profonde, parce qu'il y a une souffrance. Il souffre comme ça, en silence. Et donc, elle est associée à si vous voulez, à quelque chose, à une réduction de son fonctionnement, à une perte de la qualité de vie. Il n'apprécie pas l'environnement, il commence à être grincheux, il commence à être nerveux, et il a des difficultés relationnelles, il ne s'entend plus avec ses enfants, vous comprenez, il devient très caractériel. Et en plus, le problème, c'est que s'il a une maladie intercurrente, eh ben, il n'est pas compliant au traitement. Il ne prend pas son traitement. Vous comprenez? Et c'est tout le problème, c'est qu'il va compliquer la maladie et il va s'amener progressivement vers une forme de suicide. C'est ce qu'on appelle une dépression par glissement. Alors, c'est une dépression atypique où les plaintes somatiques occupent le premier plan. C'est vrai qu'il dort beaucoup. Qu'il a des problèmes dans le sens de prendre des initiatives, vous comprenez, et puis, si vous voulez, c'est pratiquement un dégoût, un délaissement de toutes les activités habituelles. Alors, juste pour vous dire, c'est que la consultation en médecine, quel que soit, c'est les plaintes somatiques qui sont très importantes, et j'ai rapporté, c'est pas dans notre culture que les gens consultent pour des symptômes somatiques. On sait, certaines études disent que les colopathes, c'est beaucoup plus dans les pays du Sud, même dans les pays du Nord. Et ça, c'est une étude qui a été rapportée par les Américains, vous comprenez, ils rapportent des symptômes physiques uniquement.
Vous comprenez? Des symptômes physiques uniquement. Ce sont des symptômes physiques qui n'obéissent pas à des caractéristiques de maladies que nous connaissons, qui fait que ces maladies s'aggravent au fur et à mesure. Et donc, attention, les maladies somatiques qui sont inexpliquées, après maintes et maintes investigations, il faut penser à la dépression. Donc, la dépression, c'est une dépression mineure, vous comprenez, elle est subsyndromale, elle risque d'amener progressivement vers une dépression avérée, elle est souvent complique les maladies somatiques. Les répercussions sur le sujet, c'est clair, c'est-à-dire que il faut quand même le dire que c'est comme un diagnostic qui est souvent ignoré et seulement très peu d'entre eux accèdent au traitement. Et donc il y a progressivement un handicap qui va s'installer et le problème c'est qu'il va consulter beaucoup de médecins et donc il va augmenter les coûts de soins, vous comprenez, et le problème c'est la mortalité et la morbidité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut que je revienne, j'insiste encore une fois sur le fait qu'une dépression, c'est un sujet, c'est un facteur de risque de toutes les maladies cardiovasculaires. Donc, la dépression, elle est difficile à diagnostiquer, l'humeur dépressive, elle n'est pas tellement évidente, et la dépression masquée, c'est ce qu'on appelle une dépression masquée, avec une tristesse, mais principalement des plaintes somatiques. Les répercussions, alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avoir un sens de l'interrogatoire. Il faut rechercher toutes les médications chez ce sujet qui peuvent amener un phénomène dépressif. J'en ai répertorié pas mal d'entre elles. Donc vous voyez pratiquement des antihypertenseurs. Ce que disait tout à l'heure mon collègue, les anticholinergiques, c'est que si vous voulez, les méthoclopramides, les glucocorticoïdes, c'était tous les corticoïdes, et ici, pratiquement, les antiarythmiques, les anticonvulsivants, les benzodiazépines, les barbituriques, et tout ça, ce sont tous ces médicaments qui, en fait, vont amener progressivement une dépression. Donc il faut savoir que parfois la dépression est d'origine iatrogène. Alors, le diagnostic différentiel, il faut le faire, c'est-à-dire qu'il y a donc des maladies physiques claires qui ont un profil dépressogène, et il y en a pas mal. Donc vous voyez que dans le diabète, l'anémie, les effets secondaires de médicaments, les troubles anxieux, les troubles thyroïdiens, ce sont des diagnostics différentiels. Donc ça veut dire en tant que somaticien, il faut faire un examen physique, il faut rechercher, il faut faire un interrogatoire, rechercher des maladies, rechercher. Le problème de rechercher des maladies, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Il faut savoir que les comorbidités dans la dépression, c'est la règle et non pas l'exception. C'est quelque chose qui est systématique. Donc il y a toujours une association. Il faut savoir la retrouver. Le problème est là. Mais la meilleure façon de la retrouver, c'est le patient qui va vous la délivrer. Et la meilleure façon de vous la délivrer, c'est d'afficher votre disponibilité à écouter. Alors, les problèmes, c'est que parfois, on est embêté devant un sujet âgé qui dépasse les 70 ans. Les 70 ans, on est embêté. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie démentielle qui s'achemine? Il faut savoir que dans la dépression, il y a une souffrance. Il y a une souffrance et le patient reste fixé sur un passé récent. Vous comprenez? Par contre, le démon, il est insouciant. Vous comprenez? Il est insouciant devant ses troubles de l'humeur. Il est insouciant devant son incontinence. Il se soucie très peu de son environnement. Et c'est le fait que l'un, il y ait une souffrance, et que dans l'autre, il n'y ait pas de souffrance. Il y a une sorte d'insouciance qui vous permet facilement de faire un diagnostic différentiel.
Donc, elle est quand même associée souvent à une maladie cérébrale structurante, ça veut dire notamment les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, et donc il y a quand même pas mal de protocoles qui vous permettent de faire la différence. Alors, pour évaluer, oui, c'est très simple. Et c'est-à-dire qu'il va falloir évaluer, il va falloir vous assurer que vous n'êtes pas passé à côté d'une dépression. Il y a cette échelle un peu plus compliquée, je ne pense pas que vous aurez tendance à la faire, mais il s'agit aussi de poser deux questions, seulement deux questions. Deux questions. La première question, avez-vous souvent été dérangé par un sentiment de détresse? Est-ce que vous étiez dans un sentiment de détresse, traduisez ça en arabe comme vous voulez, de dépression ou sans espoir? Est-ce que vous avez été sans espoir? Est-ce que vous avez souvent été dérangé par l'intérêt ou le plaisir, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'intérêt ou à faire quelque chose? C'est deux questions. S'il répond oui, si vous êtes dans un moment dépressif, surtout si ce moment-là dure 2 semaines. C'est un test qui est sensible à 100%. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que ce sont ces deux questions qui vous permettent facilement de porter le diagnostic de dépression, surtout si ces deux aspects durent 2 semaines. Alors, bien sûr, il va falloir faire un examen physique. Et l'examen physique révèle ou ne révèle pas une maladie intercurrente. Mais faites quand même un bilan biologique. Un bilan biologique, le dosage de la vitamine B12, le dosage de la vitamine B9, surtout la fonction thyroïdienne, T3, T4 et FSH. Ça, il faut le savoir. Chez nous, toutes les pathologies thyroïdiennes, elles sont endémiques, elles sont méconnues, surtout dans certaines régions. Il faut savoir faire le diagnostic d'une maladie thyroïdienne. Il faut aussi doser certains médicaments. On le fait chez nous. C'est-à-dire quand un patient il est sous anticonvulsivants, il faut savoir doser le Tegretol et la Dépakine. Elles se font dans les laboratoires, du moins dans l'Institut Pasteur, ils le font régulièrement, parce qu'une fois qu'on est en surdosage, il y a un risque dépressif. Alors, pourquoi traiter? Parce que c'est très important de traiter. Il suffit de donner un comprimé par jour. Vous comprenez? Un comprimé par jour et les choses. Il suffit aussi d'afficher sa disponibilité, d'amener le patient à consulter régulièrement en consultation. Vous identifiez le patient, Il faut savoir que plus vous identifiez le patient, plus le patient se confie à vous. C'est-à-dire, prends un exemple, si le patient vient vous voir, il vous rapporte comme quoi que son fils a eu un nouveau-né qui s'appelle X, voilà, et ainsi de suite, que vous le revoyez la semaine d'après, vous lui dites, au fait, comment il s'appelle, comment il va votre... Et vous lui donnez le prénom, tiens, il se rappelle du prénom de mon petit-fils, c'est bien, c'est parfait. Donc, vous comprenez, il est beaucoup plus facilité à la discussion. Et si vous lui rappelez des anecdotes qu'il vous a racontées à la dernière consultation, il sera amené beaucoup plus à se confier à vous, vous comprenez. Donc, réservez 5 minutes de discussion et vous serez séduit par la qualité thérapeutique que vous dispensez et vous serez séduit par la rapidité de traitement. Alors, juste pour vous dire, voilà quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a avant 2000. Avant 2000. On ne connaissait pas. Et vous-même, je pense que pour les gens qui sont un peu de mon âge, on pensait que le neurone, une fois qu'il meurt, il ne se régénère pas. C'est exactement, je pense que pour certains d'entre eux, ils sont restés à la cellule nerveuse ne se régénère pas. Or, c'est une erreur. On s'est aperçu que ces patients-là, qui sont tout à fait normaux, revoyaient un neurone, ces aspects. Il y a des dendrites qui sont beaucoup plus développés. Vous comprenez? Les dendrites qui sont développés, et ces dendrites sont très très importants. C'est là où ça bouche d'autres dendrites pour qu'il y ait des échanges chimiques. Voilà un sujet normal. Et ça, c'est un sujet anormal. On prend tout ça, on l'a grossi, et on voit que finalement, il y a une raréfaction dendritique. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'échanges chimiques. Et c'est à ce moment-là que le patient est pathologique. Il est dépressif. Et voilà qu'on le traite.
on va le traiter. Et donc, vous voyez, il y a une arborisation dendritique beaucoup plus riche, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que la capacité aux neurones de se régénérer une fois que la pathologie est prise en considération. Donc les traitements, il y en a plusieurs. Il y a donc bien sûr, il y a tout un régime, il y a tout un soutien familial, il y a toute une psychothérapie. Il est bien évident qu'il faut accompagner des psychothérapies, mais la psychothérapie, ce n'est pas seulement l'apanage des psychiatres, c'est aussi votre savoir-faire, à pouvoir afficher votre disponibilité. S'il y a des principes liés à une psychothérapie tout à fait banale, c'est une écoute, une neutralité, parce qu'il ne vient pas voir son père ou son frère, il vient voir un médecin avec une technicité, et donc il faut être neutre, vous comprenez, ne pas dire haram ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. Il faut dire, il faut l'écouter. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, vous renforcez. Chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, vous écoutez, sans pouvoir gronder, et ainsi de suite, et tout. Et puis, affichez la disponibilité, vous lui donnez un rendez-vous, telle heure, tel moment, et pour combien de temps. Alors, les médicaments, il y en a plusieurs, vous comprenez. Alors juste, vous en connaissez pas mal d'entre eux. Ici, il y a tous les médicaments sérotonergiques. Tous les médicaments sérotonergiques qui se prescrivent tous de la même façon, un comprimé par jour. Vous comprenez, un comprimé par jour. Et en plus, sans aucun examen préclinique. Vous comprenez? Il n'y a pas d'examen préclinique qu'il faille faire à l'opposé des tricycliques, où à l'époque, vous vous rappelez, pour ceux qui utilisaient le Laroxyl, l'amitriptyline, il y a des contre-indications, donc il faut faire un examen cardiovasculaire auparavant. Ici, ils se prescrivent d'une manière tout à fait simple d'autres médicaments que vous connaissez. Donc, tous les tricycliques, tous les IRSS, tous les IRSS, que ce soit le citalopram, la sartraline, la paroxétine, la duloxétine, la fluoxétine, tous se prescrivent un comprimé par jour. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais quand même tenter avec vous. Ici, c'est un neurone présynaptique. Voilà, il y a une excitation. Et ici, ce sont les neuromédiateurs, c'est-à-dire que la sérotonine, la noradrénaline, qui sont libérés, qui se fixent sur le neurone postsynaptique. Et il dit au cerveau, tout va bien, pas de problème, on est très bien. Et une fois que l'excitation faite, ce neurotransmetteur il est relibéré dans la synapse, il est recapté ici et il est détruit par la monoaminoxydase, soit il est recapté et le recapté. Donc s'il y a lieu d'inventer un médicament, il faut éviter la recapture de la sérotonine. C'est ce que je vous préconise, parce que les inhibiteurs de la monoaminoxydase présentent beaucoup de contre-indications. Ils n'ont jamais été commercialisés chez nous. On a beaucoup plus commercialisé les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Alors, le choix du traitement, c'est très simple. Chaque fois qu'un patient est très anxieux, chaque fois qu'un patient il a un sommeil agité, prescrivez facilement des sérotoninergiques, c'est-à-dire le Prozac, le Zoloft. Le Zoloft, ça marche très bien. Et pour les sujets âgés, il faut éviter l'Aroxyl et l'anafranil, il faut les éviter pour le fait qu'ils sont anticholinergiques et qu'ils aggravent les troubles cognitifs. Bien sûr, pour les dopaminergiques, ici, il n'y en a pas. En Algérie, il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'ils stimulent l'humeur. Et chaque fois qu'il y a une résistance au traitement au sérotoninergique, c'est la première ligne. La deuxième ligne, il faut utiliser ceux qui sont doubles, ceux qui inhibent et la recapture de la sérotonine et la recapture de la noradrénaline. La noradrénaline, vous en connaissez quelques-uns, c'est la flaxine. Voilà donc tous les médicaments. Vous en connaissez un petit peu je vous ai cité tout ça, les IRSS, mais voici les autres qui sont chez nous. C'est la mirtazapine, la thymine, vous comprenez, la venlafaxine,
c'est la flaxine et la duloxétine. Ceux-là, ils sont prescrits en deuxième ligne chaque fois que nous avons épuisé les formes d'IRSS. Alors, les considérations pratiques, il faut toujours démarrer à dose lente, rapidement progressif, vous comprenez. Une fois qu'on arrive au dosage, à ce moment-là, on maintient le traitement. Il faut savoir que quand vous traitez une dépression, la première chose qui s'améliore, c'est le sommeil. Le patient ne dormait pas ou dormait beaucoup, et au bout de quelques jours, très bien, le sommeil commence à rentrer dans l'ordre. Au bout du 10e jour, quand il était inhibé et tout, il y a une levée d'inhibition. Cette levée d'inhibition, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut craindre parce qu'elle précipite le patient vers un suicide, elle lui donne les moyens de se suicider. C'est à ce moment-là qu'il faut être attentif, qu'il faut parfois envisager l'adjonction de benzodiazépine. Et, en principe, la dépression s'évapore au bout de 4 semaines. Alors, il est bien évident qu'il faut toujours associer une psychothérapie. C'est comme je vous ai dit, pas besoin d'un psychiatre. Quand je dis psychothérapie, je crois que chacun a une façon de se prescrire, mais ici, il y a une façon de se prescrire, c'est afficher une disponibilité et ne pas être inattentif durant les entretiens que vous aurez à faire avec votre patient. Bien sûr, il y a d'autres traitements que je vous cite au passage, c'est la sismothérapie, qui est indiquée dans les cas de résistance au traitement. Mais il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas oublier. Le sujet âgé peut se suicider. Il ne faut pas hésiter à en parler avec lui. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions claires. Avez-vous envie de mourir? Ou avez-vous tenté de vous suicider? Ou avez-vous préparé un scénario pour le suicide? Ce sont des questions qui, vous pensez, elles sont brutales, mais elles suscitent l'intérêt du patient à vous en parler, parce qu'il veut en parler, vous comprenez? Et surtout, il en a peur de passer à l'acte. Ces idées, elles deviennent de plus en plus importantes chez lui, et le fait qu'il ne les aborde pas avec quelqu'un qui a une technicité, il en a peur. Il dort avec, il se réveille avec. Vous comprenez? Et toute la journée, elles sont présentes jusqu'au moment où elles le précipitent. Le problème, c'est que, vous voyez, chez nos patients, il y a toujours des tentatives de suicide. Il y a toujours des passés de tentatives de suicide. Eh bien, c'est des sujets jeunes, ils mettent pratiquement 100 à 200 tentatives de suicide avant de mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils font des essais jusqu'au moment où ils le réussissent, mais chez les sujets âgés, 2, 3 maximum, ils sont déjà de l'autre côté. Donc ça veut dire que le sujet âgé, quand il se décide, et sérieusement, il y va rapidement. Donc c'est quelque chose qu'il faille à tout prix diagnostiquer. Le problème, voici les facteurs de risque. Bien sûr, chaque fois que c'est un sujet mal, vous comprenez qu'il y a un isolement social. 2 choses qui sont importantes. Un sujet mal, jeune, jeune, bien sûr, chaque fois qu'il est seul, vous comprenez, avec une maladie somatique, avec des difficultés économiques, sachez que vous avez des facteurs plus pour le suicide. Donc le risque suicidaire, c'est quelque chose d'important qu'il faille à tout prix voir. Dans une population, il faut quand même savoir que chez les sujets, le 13% de la population risque de passage à l'acte suicidaire. Les conséquences, bien sûr, ce sont des suicides très violents. Très violents. C'est-à-dire, chez nous, c'est beaucoup plus la pendaison qui est beaucoup plus, ou des armes à feu, vous comprenez. Et donc, ce que je voulais seulement vous dire, je voulais terminer avec ce slide, c'est un peintre connu, Van Gogh, c'est clair. Il avait peint ce tableau qui vraiment
symbolise très très bien la tristesse, Et les psychiatres de l'époque avaient déjà dit, tiens, il y a un problème de suicide, il y a un problème de désespoir ressenti, de désespoir. Il s'est suicidé la même année de ce tableau, c'est-à-dire en 1890. Et je vous remercie.